Alors déjà, moi je suis très heureux de recevoir Didier ici, d'abord parce qu'effectivement un de nos adhérents qui a de tels succès à cette taille-là, c'est quand même à noter. Et puis parce que récemment, le groupement Les Mousquetaires a été très actif pour créer une nouvelle entité chez nous, dont on n'a pas parlé ce matin, qui est la FCA Alimentaire, qui est une nouvelle activité qui est celle de la représentation de l'entité alimentaire auprès des fournisseurs. Vous nous en direz deux mots tout à l'heure. Et je suis assez fier de ça parce que grâce au professionnalisme de l'équipe en place et notamment d'Alexandra, j'ai envie de dire on a remporté le morceau de façon à ce qu'on puisse vous représenter auprès des pouvoirs publics dans ces négociations suite aux EGA. Ensuite, le deuxième point que je voulais noter, c'est qu'on a un point commun, malgré ce qui nous sépare, un peu plus de 40 milliards, nous un peu moins de 400 millions, il y a un point commun, c'est celui de notre agence. On a choisi la même agence que vous, Romance, qui vous a fait faire un saut au début dans l'inconnu, mais un bel inconnu qui vous a amené à des histoires extraordinaires et qui passionne les enfants, et qui vous a fait passer du côté de la distribution un peu froide vers une distribution chaleureuse, humaine, et qui raconte des belles histoires. On a vécu ça aussi chez nous. Alors, tout ça, évidemment, c'est sous l'impulsion de son président, et de l'ensemble des équipes, et vous avez été audacieux, innovant, et presque depuis le début, vous fêtez cette année vos 50 ans. Alors, j'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu l'histoire de ces débuts, comment ça s'est passé, comment vous êtes né, où est-ce que vous vouliez aller à l'époque? Alors moi, je suis né il y a un petit peu plus de 50 ans, mais notre groupement, évidemment, vous commencez à tous le savoir, lui, il est né en 69. Mais et il est né sur un divorce. Et avant de parler du divorce, il faudrait peut-être qu'on retrace la période d'union qu'il y a eu avant ce divorce. Donc ça remonte à un petit peu, c'est 58. 58, nous avons notre fondateur, Jean-Pierre Leroc, qui... avait eu un parcours divers et varié, qui revenait du Brésil où il avait fait de la compétition automobile en même temps qu'il tenait un garage. Il revient en France et il tombe sur un article, je ne sais plus de quel magazine, mais enfin il tombe sur un article où on explique qu'il y a un gars qui est en train de transformer le modèle de l'épicerie tel qu'on le connaît, en allant vers un mot qui n'existait quasiment pas à l'époque, le discount. Donc ils se voient, ils se rencontrent, évidemment c'est Édouard Leclerc, ils se rencontrent avec Jean-Pierre Leroc, ils s'entendent parfaitement, ils ont les mêmes conceptions. D'abord, d'enlever... pour pouvoir vendre, parce que le prix, on n'en a pas beaucoup parlé ce matin, et je trouve ça un petit peu dommage. Mais comptez sur moi pour en parler du prix et du désir des clients du Nutella, par exemple. Par exemple. Donc, ils ont les mêmes convictions, ils savent qu'il faut se passer d'un certain nombre de monopoles, ils savent qu'il faut diminuer la chaîne de valeur, ils savent qu'il faut se séparer d'un certain nombre de grossistes. Ils ont la même vision et donc Jean-Pierre Leroc ouvre le premier supermarché, discount, en région parisienne. Juste, je vous interromps Didier, parce que je ne sais pas si nos éditeurs se rendent compte, à cette époque-là, on sortait tout juste de la guerre et les tickets de rationnement étaient dans certains coins de France encore en vigueur. J'ai regardé historiquement. Donc c'est une révolution à double c'est titre. Pas neutre. Hein. Puis il ne faut pas oublier que le commerce, évidemment, s'est transformé beaucoup par l'événement que vous venez de dire. Et en Allemagne, par exemple, plan Marshall oblige à amener au hard discount. Hein. Les palettes qui descendaient direct des avions cargo et de ce que pouvaient amener les Américains en Allemagne. Donc... nos deux compères s'entendent à merveille, un groupe qui se développe, et puis, comme ça arrive parfois entre hommes, une moyenne divergence dans l'appréciation du futur de ce que doit être un groupe d'indépendants. D'un côté, Édouard Leclerc, très attaché à une indépendance qu'on pourrait qualifier à l'époque, tout a évolué, de quasi totale.
et au rejet quasi physique de toute structure. Parce que qui dit structure, pour lui, voulait dire coup, voulait dire embourgeoisement, et le contraire de ce qu'il prenait. Et Jean-Pierre Leroc, une vision différente, donc il lui paraissait nécessaire, lui aussi, de préserver l'indépendance, mais pour lui de préserver l'indépendance en mettant en place un certain nombre de structures qui étaient seules capables de garantir cette indépendance. Être capable d'avoir ses propres entrepôts, d'avoir ses propres camions, ça a commencé comme ça, et puis de garder une petite partie du profit pour pouvoir investir dans ces structures. Donc c'est la première audace et innovation du groupement. Absolument, absolument. Et donc elle se traduit par une séparation, un petit peu brutale d'ailleurs, hein, ça s'est fait sur une nuit, via cassette, hein, ça les petites cassettes à l'époque. Donc chacun a été sommé de choisir entre les deux visions, et donc 80 et quelques adhérents ont fondé, non pas Intermarché, mais Ex à l'époque, Ex-Office de distribution, donc c'était en 69, et un certain nombre sont restés évidemment Leclerc. Donc je ne vais pas conclure tout de suite, puisqu'on en est au début de notre intervention, mais ce qui fait plaisir de constater, c'est que deux modèles complètement différents, deux visions opposées, dans la mesure où, de toute façon, ça reste l'indépendant qui est aux manettes des groupements, ont été de grands succès. Sauf que vous êtes allé très loin dans l'intervention de ces indépendants dans l'organisation de votre structure. C'est-à-dire qu'il y a ce fameux tiers-temps qui est exemplaire, parce qu'il y a d'autres groupements où il y a cette notion de tiers-temps charté comme chez vous, où vous êtes le seul. Je crois, modestement, que vous êtes le seul. Que nous sommes les seuls. Ah oui, complètement. Mais c'était aussi la contrepartie de ce fonctionnement. D'un côté, vous le connaissez tous, on a un système coopératif qui fait qu'on groupe un certain nombre de services, d'achats, de moyens, et puis on distribue tout à la fin. J'ai même entendu certains d'entre vous qui disaient, en effet, à la fin, il ne reste pas grand-chose parce qu'il faudrait qu'on puisse investir pour le futur, et c'est parfois compliqué dans nos coopératives. Donc nous, notre modèle, qui est un modèle évidemment d'indépendants, où les patrons des intermarchés, des bricomarchés, on va citer toutes les enseignes après, sont propriétaires de toute façon de l'ensemble du capital. Mais nous décidons collectivement de se mettre en société anonyme à capital variable et de réserver une part du profit pour investir dans les structures qui nous semblaient indispensables pour l'indépendance. Et dans ces structures, évidemment, les plus simples, les plus connues, on imagine bien, il y a les entrepôts, il y a les flottes de camions, mais on est allé beaucoup plus loin. On est allé dans la banque, on est allé dans les assurances, on est allé évidemment dans l'informatique en montant, et à l'époque on créait nos logiciels nous-mêmes. On est allé dans l'agroalimentaire parce qu'on était persuadé à l'époque, et on l'est toujours, que pour s'affranchir d'un certain nombre de monopoles, quelles que soient les contraintes législatives, et il y en a de nouvelles aujourd'hui, il fallait être capable de se passer, quoi qu'il en coûte, d'un industriel. Et pour pouvoir se passer d'un industriel... Il fallait rentrer dans l'industrie. Même s'il était dans les produits de beauté, il fallait être dans l'industrie et être capable de développer une gamme par nous-mêmes pour mieux connaître d'abord les chaînes de valeur et puis pour pouvoir se passer. Et alors dans l'alimentaire, quelles sont les filières dans lesquelles vous êtes le plus développé? Il me semble que par exemple dans le poisson, vous avez des bateaux, vous avez même des abattoirs pour les animaux. Donc quels sont les secteurs dans lesquels vous êtes le plus développé en la matière? Alors le plus développé, évidemment, c'est la viande, c'est la charcuterie, et je pense beaucoup de bien, franchement, beaucoup de bien de nos rayons charcuterie, même si on néglige pas nos rayons beauté, et on va continuer. A priori, le client partage cet avis vu votre croissance. Et franchement, une femme qui préférerait un rayon beauté à un rayon charcuterie, moi je comprends pas. Je ne peux qu'inciter ceux qui souffrent de cette infirmité à en changer. Et je le dis alors vraiment en toute modestie parce que je viens de rentrer, j'ai fêté nos 40 ans de mariage avec mon épouse et je descends de l'avion pour avoir le plaisir de vous voir aujourd'hui. Alors quand je vous dis de changer d'épouse, évidemment n'en croyez pas un seul mot. Restez fidèle. Restez fidèle à vos valeurs. À vos valeurs en tout cas et après. Bon, mais alors ça a amené à quelques, alors je vais employer un mot, peut-être quelques dérives qui vous a amené en 1986
a changé quand même en matière de gouvernance les choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est 1986, si mes notes sont bonnes. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y avait, je crois, 25% des associés qui détenaient 70 ou 80% des parts. Donc là, vous avez pris quand même une résolution énorme. Et puis pour les 25 qui étaient des actionnaires majoritaires à l'époque, il a fallu qu'ils concèdent quelques petites choses. Et oui. Et c'est ça le miracle. C'est un des miracles du groupe, et un des miracles du tiers-temps, et un des miracles et là, de ça n'a pas tangué quand on a dit aux gars, les 25 qui étaient quand même assez dodus vraisemblablement, il va falloir lâcher un peu le morceau, il va falloir partager. Oui, bien sûr. Surtout qu'on n'avait pas organisé l'actionnariat. Quand on a créé nos premières structures, nos premiers entrepôts, ça s'est fait entre commerçants indépendants de bonne foi. C'est-à-dire qu'arrivaient les échéances de fin de semaine, et puis un coup de temps en temps, quand on a créé le groupe, 69, 70, jusqu'à 73, où on est devenu les mousquetaires Intermarché, parce que Aix avait été repris par Exxon, qui rachetait tous les vocables, commençant par EX, et à l'époque, donc nous sommes devenus les mousquetaires. Parfois, il y avait, dans les premiers mois, les premières années, des fins de semaine difficiles. Donc on appelait les adhérents en disant « Dis donc, toi qui as un peu de trésorerie, tu pourrais peut-être envoyer 10 000 francs, 20 000 francs, parce que c'est un petit peu dur. » Et donc les gars qui allaient bien, évidemment, venaient de créer ce groupe, ils tenaient, ont mis un petit peu de trésorerie pour que les fins de semaine ou les fins de mois soient arrivées. Et puis au bout d'un moment, on dit « Tiens, plutôt que de te rembourser, on va transformer ça en action. » Et puis, ça s'est fait de bonne foi. Et puis, un beau jour, en effet, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas un risque d'OPA interne, puisqu'il n'y avait pas de possibilité de ce point de vue-là, mais qu'en effet, il y avait un déséquilibre. Une partie des fondateurs, à l'origine, avaient amené des sous pour donner un coup de main au groupement qui s'était traduit par beaucoup d'actions. Et il y avait un risque de déséquilibre et de voix qui comptent plus dans notre groupement. Donc, on a été capable de se mettre ensemble autour d'une table. J'y étais déjà, ça fait un petit moment que je suis dans le groupement, et puis de peser ensemble quel serait, pour l'avenir de notre groupement, le risque en effet que faisait peser ce déséquilibre. Et de même, alors il y a eu des discussions, il y a eu des coups de gueule, il y a eu des portes claquées. On va pas le fameux village gaulois. Plus beau qu'on est. Et dans un village gaulois, vous voyez ce que ça peut donner. Mais tout le monde s'est mis d'accord assez rapidement sur un truc, c'est qu'il ne fallait pas qu'il y ait une voix qui soit plus forte que l'autre. Et donc ça a été le premier principe, que quel que soit le nombre d'actions qu'on possède, de toute façon, ça ne donnait lieu, lors des assemblées, qu'à une voix. Et déjà, un homme égale une voix. Donc. Voilà, un homme égale une voix. Et après, ça a simplifié tout le reste. Une fois que tout le monde a été d'accord, en disant il n'y a pas des mecs plus intelligents que les autres, il n'y a pas des mecs qui pèsent plus lourd que les autres parce qu'ils ont eu plus de chance, qu'ils ont eu un meilleur point de vente, que ça fonctionne mieux, qu'il y a moins de concurrents, ou celui qui n'a pas de chance, qui a pris un concurrent un peu difficile. La voix de tout le monde est la même. Et donc, un homme, ça sera une voix. Et l'actionnariat, après, c'est réglé de lui-même. On a simplement calé des fourchettes hautes, des fourchettes basses, sur la possibilité de détenir le nombre d'actions. Ceux qui en avaient trop au-delà l'ont cédé aux autres. Ça a pris 1 an ou 2 pour se faire, mais en tout cas, ce modèle fonctionne depuis 1986 harmonieusement, et donc ça nous permet, dans la sérénité, d'avoir 50 ans. Donc c'est un acte fondateur en matière de gouvernance qui vous amène ensuite à toutes les autres innovations. Je pense qu'il fallait cette sérénité-là en matière de gouvernance pour ensuite lancer des innovations sur les plans produits, par exemple, où vous avez été un des tout premiers, on parlait tout à l'heure d'éthique, de transparence, vous avez pris des mesures qui ont inspiré ensuite le cadre légal. Expliquez-nous un petit peu le prix au kilo, au litre. En fait, aujourd'hui, c'est évident, mais à l'époque, c'était complètement innovant. Ah oui. Alors, on l'avait même fait avant d'être serein, parce que ça date des années 80. Nous, on a toujours pensé que le prix, c'était important. On n'est pas les seuls à le penser. Michel Edouard continue à le penser très fortement avec nous. On a toujours pensé que le prix, c'était important et que le consommateur, il devait pouvoir être acteur. Alors, à l'époque, il n'avait pas les mêmes moyens digitaux de comparaison.
Et on s'est dit, il va falloir lui en mettre des moyens de comparaison. Donc c'est vrai que les révolutions sont les mêmes à toutes les périodes. On s'est dit, le seul moyen, compte tenu de la... j'allais dire mauvaise foi, mauvaise volonté d'un certain nombre d'industriels de rendre impossible la comparaison entre différents produits, parce qu'il y en a un qui faisait 85 centilitres, l'autre qui faisait 92, l'autre qui faisait 1 litre 0,3, etc. On s'est dit le seul moyen, c'est d'inventer les prix au litre et au kilo. Ça a été une levée de boucliers des industriels absolument terrible. On a eu des procès, on a eu tout ce qu'il faut, mais on a tenu bon. Et puis, 2 ans plus tard, finalement, notre initiative a fait loi. Et depuis 1982, donc, il y a obligation pour l'ensemble du commerce d'afficher les prix au litre et au kilo. Et on est très fiers de ça. C'était bien avant Yuka et bien avant les comparateurs. Vous avez voulu même aller plus loin en créant l'Argus alimentaire. Ouais, ça c'était dans le même esprit. Double esprit d'ailleurs, c'était à cette période de 86. Un besoin d'unité entre l'ensemble des magasins, de notre réseau, pour pas avoir, parce qu'il y a toujours des tentations, des écarts tarifaires entre certains de nos points de vente. Et là aussi, de donner aux consommateurs, on était en période d'inflation démente, hein, je vous rappelle. Et on parlait tout à l'heure avec nos amis banquiers de taux d'intérêt. Donc pour ceux qui avaient ouvert en 85-86, les taux d'intérêt étaient entre 15 et 18, ce qui fait rêver quand on pense à l'argent qui n'a plus de prix aujourd'hui. Et l'inflation pour le consommateur était la même, c'est-à-dire entre 15 et 18%. Donc on s'est dit, c'est pas possible. Le consommateur, il faut quand même qu'il puisse acheter tranquillement et pas venir courir le 2 du mois parce que le 15, ça a déjà augmenté. Donc en effet, on a pris les moyens qu'il fallait, on a pris les entrepôts qu'il fallait, on a pris la trésorerie qu'il fallait, et puis on a mis d'accord nos adhérents pour être capable, par exemple sur plus de 2000 produits, d'être capable de les bloquer pendant 4 mois. Et je vous promets que bloquer pendant 4 mois à une époque d'inflation supérieure à 15%, c'était du boulot. Et là aussi, à la fin, les industriels, ils avaient un petit peu de mal à livrer et à nous laisser vendre à ces prix-là. Donc c'était dans le même esprit. Là, vous avez rencontré des oppositions, là, clairement. Ils ne voulaient pas vous fournir. De toute façon, il y a une constante dans nos métiers, c'est que les oppositions avec les industriels existent. Oui, bon, on l'a bien vu avec les AGA et avec tout ce qui s'est passé. Bon, mais là, ça avait été pour certains assez violent. Et alors là-dessus, vous avez quand même été vachement précurseur, parce que en préparant cet entretien-là, je regardais l'étiquetage nutritionnel de NutriPass, etc. À l'heure de Yuka, à l'heure de Yakwa dedans, j'ai envie de dire que vous avez inventé ça bien avant tout le monde. Alors évidemment, il n'y avait pas les outils de diffusion actuels. Oui, c'était le même esprit que le prix au litre, au kilo. On a dit il faut quand même que les consommateurs, non pas sachent au prix qu'ils l'achètent, puisqu'ils l'avaient déjà, et les prix en question, mais il faut qu'ils sachent ce qu'il y a dedans. Et comme les listes d'ingrédients sont quand même un petit peu longues, si vous avez regardé sur une boîte de céréales ou quelque chose, les listes sont assez longues et pas tout à fait compréhensibles. Donc on s'est dit il est de notre devoir. Si on veut aller vers le mieux manger, et c'est une de nos missions, nous, distributeurs, c'est de faire mieux manger les consommateurs, il faut qu'on lui dise ce qu'il y a dedans. Et comme les listes d'ingrédients sont savamment organisées pour que ne soit pas compris ce qu'il y a dedans, il faut qu'il y ait des indicateurs pour lui dire si avec ça, il va faire du cholestérol, s'il va grossir beaucoup ou pas. Et donc, on avait mis en place des feux, enfin des petites pastilles de couleur, assez simple, le vert, le orange et le rouge, tout le monde comprend. Quand c'est rouge, c'est stop. Quand c'est orange, on fait gaffe. Et quand c'est vert, on peut y aller. Ça a été, comme pour les prix au litre et au kilo, un déferlement de protestations de par les industriels qui ont même réussi à nous le faire interdire. Et pourtant, le consommateur, comment avait-il réagi à l'époque ? Ah, très bien. Très bien, il trouvait ça très bien. Et les industriels le trouvaient beaucoup moins bien. Parce que d'oser dire que des céréales pour le petit déjeuner qui font leur discours sur la forme, c'est pas si bon que ça, ou que
De la pâte à tartiner, tiens, puisqu'on vient de l'évoquer, en couche de plus d'1 centimètre sur une tartine, c'est pas si bon que ça, à moyen et long terme. Une petite fois de temps en temps, ça peut être sympa, et c'est pas bon. Donc, ça a été difficile, donc on a été obligé d'abandonner ça. Et notre plaisir, c'est comme pour les prix au litre, au kilo, c'est de voir que, pour une fois, de temps en temps, l'administration fait des choses pas trop mal. Et ce truc a été repris presque à l'identique pour faire les Nutri-Score qu'on connaît aujourd'hui, et les mêmes pastilles, et les mêmes explications à destination des consommateurs. Mais de toute façon, maintenant, le digital, les Yuka, les plateformes, etc., le font aussi pour nous. Donc, c'était devenu incontournable. Et on est très fiers d'avoir lancé les premiers. Alors, je fais un petit saut, parce qu'on passe de ces années 80-90 à aujourd'hui, et ce rebond extraordinaire qui n'est pas le fruit d'un hasard, mais qui est celui d'une stratégie qui a été construite au cours des années passées, qui vous amène à ce succès. Comment vous le définiriez en quelques mots? Je pense que le prix va beaucoup compter dans vos explications, mais au total, quelles ont été l'ensemble des actions que vous avez mis en place au cours de ces dernières années et qui vous a amené à reprendre de la part de marché et à croître comme vous l'avez fait? Alors ça, j'ai combien de temps? Ça intéresse tout le monde, parce qu'on est tous intéressés par le succès. Et donc, en quelques mots, mais... Oh, écoutez, c'est avant tout, je pense, d'avoir remis... alors, excusez-moi, c'est un vocable chez nous, mais l'église au milieu du village. C'est-à-dire à se rappeler ce qu'on était... et quel était le cœur de notre métier et comment on le pratiquait. C'est-à-dire qu'on est revenu sur ce que nous étions, un groupe d'indépendants, et un groupe d'indépendants implantés sur des territoires. Et qu'il fallait laisser à nos adhérents la capacité de prendre des initiatives, mais aussi le besoin d'être fiers et de comprendre, pour y avoir participé, puisque par le tiers-temps, ils élaborent, de partager, de véhiculer, d'emmener la stratégie qu'ils avaient décidée ensemble. Donc d'être fiers et les laisser prendre les initiatives, soit dans les régions, soit dans leurs points de vente, possibles pour aller vers le consommateur. C'est vraiment être passé d'un système que je qualifierais d'assez centralisé. La tentation, on en parlait tout à l'heure au moment de l'éclatement de nos deux groupes, où en effet, mettre en place des structures peut conduire à un certain embourgeoisement et parfois à une petite annihilation de l'initiative. Et bien de reprendre justement cette initiative, de reprendre cette audace, de laisser les adhérents, de laisser les chefs d'entreprise indépendants que nous sommes reprendre les commandes de leur avenir, très au-delà du reste des mesures. Vous le disiez tout à l'heure, on a fait des communications qui sont vraiment superbes, oui. On a amélioré nos gammes, nous avons rénové nos points de vente, et comme le disait Alexandra ce matin, nous investissons beaucoup dans les points de vente. Il n'y a pas le syndrome de la BMW en premier chez nos adhérents, il y a le syndrome d'avoir un magasin au carré, investi, qui correspond à ce que souhaite le consommateur. Donc c'est vraiment en remettant cette capacité d'innovation, d'initiative de nos adhérents que nous avons les résultats qui sont les nôtres en ce moment et qui sont pas mal. Qui sont même exceptionnels, peut-on dire. En tous les cas, c'est grâce à cette innovation et cette audace, pour conclure, que vous êtes toujours là, en vous appuyant sur ces indépendants, ces entrepreneurs indépendants. Moi, j'avais été frappé il y a 4 ou 5 ans, je suis venu à votre Assemblée Générale à Lyon, vous m'y aviez invité, et j'étais à une table avec les fondateurs, enfin avec quelques fondateurs qui étaient là, et j'avais été frappé de voir combien, entre des groupements très différents comme vous et moi, eh bien, on partage un certain nombre de valeurs, cette co-entreprise qu'on manage au quotidien, c'est ce qui nous amène au succès renouvelé dans toutes les coopératives ou les entreprises du monde associé qu'on vous a présentées ce matin. Merci beaucoup, Didier. Merci beaucoup. Merci, Didier. Merci, Eric.